Bonjour, bonjour à toutes et tous et un grand bonjour en particulier à Jean et Jérôme, les auteurs du livre L'art de la relation au service de l'accompagnement. C'est une vraie joie et un honneur de vous avoir ce soir pour discuter de votre ouvrage. Merci beaucoup de ton invitation. Merci, Adrien. Ce que je vous propose, donc, l'art de la relation, c'est ce bel ouvrage. Comme je l'ai déjà montré dans les éléments pour préparer, j'ai l'impression d'avoir corné une page sur deux et d'avoir souligné la moitié du bouquin, ce qui est galère d'ailleurs, parce que après, pour retrouver l'information, quand tu as tout souligné, c'est pas très pertinent, mais ça témoigne Je de la recommande les richesse. post-it après. C'est Caroline ça. est une experte. Alors, je veux bien, si quelqu'un a un bon système de post-it et d'annotation pour retrouver, de système de couleurs, pour pouvoir Moi, se je suis trouver pour les plus post-it facilement. comme ça, qui te font des index. Ça m'a beaucoup servi en fac de droit. Ce que j'aimerais vous poser, comme c'est donc un livre qui traverse, je dirais, les enjeux de la relation dans l'accompagnement. Moi, bon, Jean, on se connaît depuis un moment, évidemment. Jérôme, je t'ai rencontré à travers ce livre et puis pour les quelques échanges préparatoires. Euh, J'imagine que le fait de, voilà, d'avoir écrit ce livre ensemble, ça a été une relation et ça a été une expérience relationnelle en tant que telle. Est-ce que vous voulez bien nous dire, sans rentrer dans les détails de votre intimité, hein, mais voilà, comment est-ce que vous êtes rencontrés et puis comment est née l'idée du livre, quoi, Ah, de c'est l'écrire. difficile, hein. Ah, c'est vraiment difficile. Ouais, pas simple du tout. Moi, j'ai rencontré Jean en formation. J'avais déjà une formation de systémicien, plutôt orientée complexité, etc. Et on s'est rencontrés dans le cadre des formations qu'il donne à l'Arche, tout simplement. Voilà, ça a été mon superviseur de technicien 1, si je me souviens bien. Mm, C'était une masterclass de technicien. Non, technicien 2. mm. Technicien 2. Voilà. Sachant que vous Ben, devez être moi, très pareil, en spécifique. fait, je l'ai rencontré au même endroit. Et vous avez tout de suite su la relation, on va faire quelque chose de grand ensemble. Ou ça s'est construit dans Non, le Pas temps. du tout. non. Pas du tout. Non, non, c'est quelque chose qui a pris du temps. On a gardé contact quand même parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui matchait dans la façon de penser, dans la façon d'analyser certaines situations, etc. Mais je pense que je parle 2 secondes à ta place, puis tu me recases si tu Oui, n'es pas oui, d'accord. j'aime bien ça. Je pense qu'il est tout aussi attentif et précautionneux dans la façon de rentrer en relation. Et résultat des courses, ça a pris du temps, en fait. Il y a un apprivoisement, je pense, un peu. Ouais, ah ouais. Ouais, Ouais, moi, je trouve que ouais. c'est allé vite. Euh, Non, moi j'ai été très, euh, j'ai envie de dire des conneries ce soir, donc pardonnez-moi par avance. J'ai été très impressionné par l'organe cognitif de Jérôme et et parce que c'était un sujet qui me travaillait depuis des années, si tu veux, depuis que j'ai commencé à me former, quand ensuite je suis allé en fac de psycho, ça m'est apparu de plus en plus évident qu'on s'intéressait aux techniques, mais que c'était qu'une partie du sujet. Mais j'étais en souffrance majeure pour arriver à articuler le bordel que j'avais dans la tête, parce que parce qu'on va y revenir, mais la relation, c'est un phénomène qui est tellement complexe, avec tellement de boucles de rétroaction dans tous les sens, que je pouvais réécrire la même page 20 fois, 30 fois, sans avoir l'idée de comment avancer, jusqu'à ce que je rencontre un homme qui avait la méthode. Euh, Qu'il avait pompé sur Morin. Morin, ouais. Euh, ouais, il y a ça. Et puis, moi, je pense que j'étais un peu dans les mêmes questionnements. C'est-à-dire que la relation, ça n'a jamais été une évidence. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai essayé de comprendre, de modéliser, etc. Alors, comprendre la relation, c'est déjà un vaste objectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on prend une posture dans l'écriture du livre, qui est une posture où on ne dit pas, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. On dit, ça peut être plein d'autres choses. Voilà ce que nous, on en a compris à l'endroit où on en est maintenant, en essayant d'être assez humble dans la façon d'aborder ce sujet-là. Comme le disait Jean, c'est un sujet complexe pour le coup. Et moi, je pense qu'il y a aussi une connivence analytique entre Oui, nous deux ça, on s'en est rendu compte en cours de route. qui fait que ça matche très très bien et que du coup, l'écriture a été facilitée aussi par ça. C'est le fameux organe. Hmm. Et
Magnifique, ça fait faire un lien. Je pensais pas qu'on plongerait aussi vite dedans, mais c'est excellent. Aussi qu'on puisse se laisser un peu porter par le flot de la vie, je dirais. Euh, à lire le bouquin, personnellement, j'ai été assez incapable, après pour le coup je suis pas très analytique, mais incapable de savoir qui avait écrit quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, alors juste parce que j'ai pas eu la réponse entière, je vous propose que j'en ai compris, vous corrigez s'il y a besoin. Vous aviez tous les deux cette lucidité que la relation est fondamentale, avec peut-être pas des ouvrages ou des sources de référence suffisamment complètes, donc vous sentiez qu'il manquait quelque chose, et c'est ça qui vous a donné envie de produire cette espèce de base avec à la fois beaucoup d'éléments théoriques pour pouvoir cadrer le débat? Je pense que c'est surtout qu'on vient de deux horizons qui sont complètement différents et qui sont extrêmement complémentaires. Et donc, du coup, Jean est arrivé avec toute sa réflexion sur le sujet. Moi, je suis arrivé avec toute ma réflexion sur le sujet. Et pour répondre un peu à la question qui était initiale que tu posais là, euh, ben, tout a été écrit à quatre mains, en fait. Mm. C'est-à-dire que chaque mot a été choisi, a été discuté entre nous. C'est pour ça aussi que ça fait 6 ans qu'on y travaille, hein, en fait. Oui, C'est parce ça, j'ai qu'arriver à nous demandé. mettre d'accord sur un mot, des fois, c'est long, hein. Ah oui, Ah on a déjà débattu, ouais! on a débattu sur des mots. Il y a certains mots du livre. Moi, j'ai des versions du livre où Oui. certains mots sont entourés. Il n'y en a pas Euh, beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui euh, nous ont pris 1 ou 2 heures pour te ouais, mettre d'accord, quoi. voilà. Alors, ça me Donc, rassure parce que quand je voyais Encore une fois, c'est la question que je voulais te poser, Jérôme, puis du coup, Jean, savoir aussi dans ton chemin. euh, Et je crois que ça peut nous passionner tous. Et d'ailleurs, ceux qui sont avec nous en live, n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat ou même ouvrir les micros, hein. On est finalement un nombre assez réduit pour permettre des échanges les plus fluides possibles. Donc ça, c'est super. Euh, euh, si vous avez, ce que tu as l'air d'avoir, Jérôme, des trucs et astuces pour arriver à manœuvrer la complexité, perso, je suis preneur et je pense que je ne serai pas le seul, parce qu'on a quand même voilà, À un une moment, je lui dis qu'il faut qu'il formation. propose des formations. oui, oui, oui. Alors, bien sûr, il y en a. Alors, tu vois, par exemple, tu disais, je ne sais pas comment faire pour annoter mon livre et puis, etc. Pour donner un exemple, il y a un bouquin qui a été écrit par Morin, qui est une bonne porte d'entrée de la complexité, qui s'appelle Introduction à la pensée complexe. J'en ai 9 versions à la maison, qui sont toutes annotées à des périodes différentes, avec des réflexions différentes, avec des couleurs différentes. Puis à chaque fois que j'en use un nouveau, j'en rachète un autre, si tu veux. Donc, à un moment donné, il y a ce truc aussi de se dire que je pense qu'un livre alors, j'ai pas la prétention qu'on ait écrit un livre du niveau de celui de Morin, mais je pense que c'est pas forcément un livre que l'on lit en une traite et puis qu'on assimile en une traite. Je pense que c'est des livres sur lesquels on revient, qu'on laisse maturer, qu'on re-questionne. Il y a des moments où vous allez être complètement d'accord et puis des fois vous serez complètement pas d'accord avec ce qu'on dit. Puis dans 5 ans, parce qu'il y a de la pratique, parce qu'il y a de la confrontation au Il finirait réel, forcément par être d'accord. bah, Non, oui, ou par me dire non, c'est vraiment nul ce qu'ils ont raconté, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette liberté dans la lecture qui fait que on se positionne et on se positionne pas forcément tous de la même façon en fonction du niveau d'expertise et d'expérience qu'on peut avoir sur certains sujets. en fait, on n'a pas voulu faire un livre savant. On n'a pas non plus voulu faire un livre exagérément vulgarisateur et un peu creux. On a essayé de faire un livre qui soit une porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de compulser la quantité pathologique de documents qu'on a compulsés au cours des 20 dernières années, je pense, Ça, hein. Mais avec cette idée que ce soit vraiment une porte d'entrée. Donc, qu'il y ait la possibilité dans chaque chapitre, dans chaque paragraphe, d'aller compléter la réflexion. On l'a vraiment pensé comme un manuel pour débutants, en fait. en fait, Enfin, pardon, on l'a pensé comme un manuel pour débutants. Et il y a une prof de fac qui m'a dit qu'elle allait le recommander à ses élèves de master et de doctorat. Mais ça dépend de comment on voit le début, hein. En fait, pour tout vous dire, quand on a commencé à travailler sur ce livre, c'était en 2019. En octobre 2019, on s'est vu chez Jean. Au À bord de l'époque, la mer. il était à Vernis à l'époque. Et on discutait comme ça de la complexité de la relation. Puis on se disait, ce serait quand même sympa de faire un fascicule.
chemin faisant, le fascicule, au bout de 190 pages, on s'est dit, oh là là, on en a écrit à peu près un quart. Il serait quand même intéressant quand même de se plonger dans quelque chose de beaucoup plus important. Et puis, c'est devenu 2 volumes de bouquins, en fait. C'est-à-dire que quand on a commencé, on n'avait pas du tout, moi, j'avais pas du tout l'idée d'aller sur un document aussi volumineux. Mais en fait, le foisonnement et puis nos esprits un peu obsessionnels et puis certainement spécifiques ont fait que on s'est retrouvé à aller chercher des choses. Et puis surtout, moi, ce qu'on avait discuté au départ, c'est que on essaye d'écrire, parce qu'on est en train d'écrire le 2 là, mais on a essayé d'écrire le livre qu'on aurait aimé avoir quand on a commencé. Et puis, on a aussi essayé de l'écrire pas que pour les hypnos ou que pour les thérapeutes ou que pour les éduques ou que pour les parents. On a des retours de lecteurs qui nous font plaisir en nous disant, on en a vu un récemment encore, qui nous dit, ah ben c'est chouette parce que moi, c'est pas mon métier, mais ça vient révéler plein d'aspects dans ma vie. Voilà, l'idée, c'est, on sera pas exhaustif, hein, de toute façon, et je pense pas que ce soit l'ambition. Mais l'idée, c'est que ce soit nourrissant pour les gens qui sont curieux, en fait. Et grosso Il y en modo, a quelques-uns sur l'écran que je connais. ouais, et puis que grosso modo, si jamais il y a un terme ou un thème que la personne a envie peut-être d'affûter un peu plus, elle puisse aller chercher les dernières recherches, en tout cas peut-être pas les dernières, mais en tout cas se mettre sur la piste de recherche qui soit en tout cas documentée, parce que je ne sais pas si tu as remarqué dans l'écriture, mais tout ce qui est donné comme un fait est sourcé, grosso modo, et tout le reste est posé sous forme d'hypothèse. Et encore, même quand c'est sourcé, des faits dans l'état Ouais, actuel de, voilà. de nos connaissances, ouais. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit dans la lecture et aussi que je retrouve chez toi, Jean, depuis des En années. formation. Ouais. Jérôme, je te découvre. Non, mais c'est comment dire, l'ambition élevée et en même temps une forme de modestie et d'humilité. Et c'est vrai que je trouve que dans une époque où souvent c'est les gens qui font le plus de bruit, qui obtiennent le plus d'attention, euh, voilà, je trouve qu'il y a un savoir presque pas besogneux, mais en tout cas voilà une volonté vraiment d'aller loin, moi qui est largement supérieure à ce que je me sens capable de faire, et en même temps, donc voilà, une vraie qualité, et en même temps, toujours une posture circonspecte en fait, parce que en l'état actuel des connaissances, et c'est déjà pas mal. Je dois dire que ça fait 15 ans que je traîne un peu dans le milieu et je suis un peu compulsif, au moins en termes de lecture, peut-être pas obsessionnel, mais compulsif. J'ai été bluffé parce que forcément, après s'être intéressé aux enjeux de relations sur tout ce temps-là, la plupart des choses que j'ai lues dans le bouquin, je les connaissais. Pour autant, j'ai trouvé, et ça me rassure que vous ayez mis autant de temps à le produire, le truc, parce que putain, mais comment ils ont fait ça? À chaque fois, je veux pas vous lancer trop de fleurs après, hein, faut pas tomber dans la flagornerie, mais Bien, à c'est chaque fois, bien. à chaque fois, non, mais c'est clean. Je veux dire, le déroulé logique, le langage est je trouve, d'un bon niveau, c'est-à-dire, enfin, rigoureux tout en étant simple, et effectivement, tout est documenté. Donc, ouais, c'est une base énorme. J'étais un peu jaloux parfois de me dire, putain, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Beaucoup de travail, en fait, pour être honnête. Puis je pense aussi le fruit d'un truc qu'on n'avait pas formalisé ni l'un ni l'autre et qu'on a formalisé notamment dans la deuxième partie sur l'économie du changement. C'est-à-dire qu'il y avait des choses sur lesquelles on avait des hypothèses et nos discussions, nos échanges ont fait que ça nous a fait aussi évoluer dans notre réflexion sur les sujets en fait. Ouais, en fait, c'est une grande richesse de travailler à deux avec des obsessions communes et des différences de point de vue. Parce que c'est un peu ça, on est bien obsessionnel au même endroit, mais avec des différences de point de vue. C'est très, très intéressant parce que ni l'un ni l'autre, on ne peut. On a en face de nous quelqu'un qui va démonter absolument tout ce qui n'est pas clair. Donc, c'est assez utile, en fait. Ah, génial. Ouais. C'est un bon Effectivement, tandem. à se challenger comme ça, ouais, tu es obligé d'aller, ouais, que chaque phrase, chaque mot soit juste. Euh,
Ah bah sinon, l'autre laisse pas passer, hein. Et puis, ouais, et puis il y a ça, il y a ce truc, mais toujours avec beaucoup de courtoisie, parce qu'en fin de compte, en 6 ans, on s'est pas engueulé, en fait, tu vois, il y a quand même ce truc, ça met en jeu la relation, pour répondre à ta question, en 6 ans, on s'est pas engueulé. Et puis, il y a quelque chose, moi, qui me semble intéressant, je te disais, les profils un peu différents, c'est que Jean, c'est un ancien journaliste, donc il a tendance à condenser l'information, et moi, je suis plutôt un universitaire de formation, donc j'ai plutôt tendance à trop la déployer. Donc, tu vois, ça Génial. nous a permis aussi à certains moments d'aller chercher dans nos compétences respectives en disant non, ça, on va pas le déplier plus, ou de temps en temps dire à Jean, ben là, il faudrait quand même des échelons supplémentaires parce que ça rend le texte trop dense et trop difficile à comprendre, en Mm, fait. mm. Ouais, Il super fait trop de partenariat. raccourcis. Et on voit bien, ça me fait penser presque à une entreprise où tu vas avoir, tu vas chercher des associés donc, qui aient des Ouais. compétences complémentaires mais une vision commune. Ça ressemble un peu à ça. Il y a Marc qui vous pose la question, quel est le mot sur lequel vous avez discuté le plus longtemps? Oh, je sais plus. Elle est Euh, dure cette question. Il y a 100 et quelques mille mots dans le livre, je sais plus lequel c'est. Ou s'il y en a un qui vous a challengé comme ça, pas forcément le plus, mais mais Il est plus, il est plus. il y en a un qui est marrant. Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue sur l'utilisation du mot mais, M-A-I-S, parce qu'on n'était pas d'accord sur le fait de l'utiliser ou pas, en fait. Et ça nous a pris bien une demi-heure, trois quarts d'heure à savoir pour retourner la phrase pour qu'elle nous convienne aux deux, en fait. Et ça, bien. c'est vraiment, je pense, c'est le plus gros challenge de ces deux volumes, c'est d'arriver à se dire on s'est pas réparti des parties à écrire, ce qui aurait été le truc le plus facile à faire, en fin de compte, mais on a pris le parti d'assumer tout ce qui est écrit ensemble. Mm. Waouh. Et ça, ouais, je pense que ça fait partie des trucs. Alors, il y a des trucs où il y en a un qui est plus en avant, l'autre qui est plus en avant, mais en gros, c'est vraiment toujours avec la validation de l'autre. Ouais, et puis surtout, c'est ce qui, à mon avis, crée une sorte d'homogénéité. T'as pas l'impression que c'est des parties qui sont... Parce qu'on a des styles d'écriture qui sont différents. Or là, j'ai l'impression que le livre est plutôt homogène de ce point de vue-là. En tout cas, c'est les Moi, retours qu'on a. Ouais. Ouais. j'aurais été On a des incapable de lecteurs discerner. dans le groupe. Alors, Vous avez nommé le fait que c'est parti d'une. T'as dit fascicule sur les dimensions complexes de la relation. In fine, ça donne un premier volume. Et alors aussi, je veux vous questionner sur le deuxième volume. J'imagine que voilà, vous aviez déjà dans vos explorations préliminaires, en fait, ça a structuré les deux volumes, et donc vous en fait, saviez un on peu ce que n'avait vous alliez pas dire. prévu de faire deux volumes. Oui, j'imagine. On avait prévu de faire un volume. Puis quand on est arrivé à 400 pages et qu'on a vu qu'on n'avait pas traité la moitié du propos, on s'est dit que c'était pas raisonnable de faire un bouquin de 100 pages. Ça se vend plus les bibles de 1000 pages. Non. Mais du coup, là, le second volume, il est complètement écrit, parce que vous faites quand même quelques références On a du deuxième. 170 pages, voilà. Ouais. Et on a 170 ou 180 pages, et je disais à Jérôme, oh, on va essayer de s'arrêter avant 300. Et puis la conversation aujourd'hui qu'on a eue, c'est pas garanti. Parce qu'on est en train de restructurer le plan. Évidemment, il y a des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Voilà, voilà. Et alors, c'est, je pense, une super opportunité pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore lu le livre ou autre. Vous voulez bien nous donner, bah, justement, là, il y a une partie théorique, puis il y a l'économie du changement. Finalement, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment focus sur les éléments relationnels, C'est le et ça va volume beaucoup 2. plus loin, en fait. C'est Bah, le même déjà, le volume 2. volume 1, la deuxième partie, pour moi, vous faites un espèce de manuel des stratégies de changement, soit de dépassement des freins au changement, soit d'activation je sais pas, des facteurs de résilience. Et là aussi, parce que la relation c'est complexe, mais le changement c'est complexe aussi. Du coup, tu prends deux trucs complexes, tu les mélanges, et je sais pas, je suis un peu frustré. Ça paraît limpide dans le plan, mais voilà, comment ça a mûri, et si vous deviez donner en quelques mots l'ambition du livre pour que les gens qui sont pas encore décidés puissent. Quand tu dis l'ambition du livre, tu parles du premier ou tu parles du deuxième Ou de l'ensemble. ou de Bah, l'ensemble? je pense que l'ensemble, ça va être sympa, en fait, qu'on puisse bien comprendre comment le premier et le deuxième s'articulent. Bah, en fait, quand on s'est rendu compte qu'on arrivait à 400 pages et qu'effectivement il y aura un deuxième volume, on s'est dit bah, du coup, comment on scinde l'information pour que ça reste cohérent? Donc, on a pris le parti sur le premier volume d'être sur les fondements théoriques et la dimension stratégique et d'aller sur, comme tu le disais, une dimension un peu
qui montrait qu'on ne venait pas de nulle part, et puis vraiment étayer la dimension épistémologique pour que justement les gens sachent se repérer dans les différents concepts, que ce soit l'intersubjectivité, que ce soit la complexité, etc. Parce que tu ne peux pas arriver comme ça puis dire aux gens, bon, bah, c'est pas compliqué, on va mobiliser le paradigme de la complexité avec comme axiome machin, et puis basculer directement dans la pratique. La personne ne comprend rien, en fait, si tu fais ça. Et donc, d'un point de vue pédagogique, on s'est dit, d'abord fondement théorique et stratégique, et puis ensuite, Ben, je vais compléter la première partie avant d'aller à la deuxième. Euh, tu disais, on parle de stratégie, et évidemment, puisque on parle de relations dans un contexte précis, qui est celui de l'accompagnement vers le changement. C'est-à-dire, même si c'est un travail qui s'adresse à tout le monde, le focus, c'est comment la relation favorise l'évolution d'une personne à un moment donné. C'est-à-dire, on est toujours dans cette idée que ce soit de l'aidance familiale ou un travailleur social ou un thérapeute ou peu importe le contexte, on parle de la relation dans le cadre d'un accompagnement. Donc, pour pouvoir expliquer les enjeux de la relation dans le cadre d'un accompagnement, on fait ça comment si on n'explique pas les enjeux de l'accompagnement? Et comment on explique les enjeux de l'accompagnement au changement si on n'explique pas les freins au changement? Je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à voir le livre qui gonflait. Et puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais si on explique ça, on peut pas y aller comme ça sans rappeler d'où ça vient et avec quelle histoire et avec quels différents points de vue, etc. Donc on a presque travaillé à rebours en fait. Au début, on voulait faire un manuel facile d'accès, mais pour qu'il ait du sens, il fallait comprendre sur quoi il était construit. C'est clair ce qu'on raconte ou pas? Ouais. parce qu'il y a en plus une dimension, c'est que, étant donné qu'on mobilisait, je disais, l'analyse par les systèmes complexes, en fait, c'est pas forcément le truc que les gens ont le plus l'habitude de mobiliser, même si c'est un peu tombé maintenant dans le jargon commun, dire que c'est complexe, mais dire que c'est complexe sans expliquer ce que ça sous-entend d'un point de vue des mécanismes sous-jacents, ça semblait quand même un peu ardu. Et donc, du coup, si on avait envie de faire œuvre de pédagogie et d'être vraiment dans une logique de manuel, on ne pouvait pas et puis en tout cas, moi, je ne l'aurais pas souhaité, et là, c'est peut-être le côté un peu universitaire, de dire aux gens, il faut savoir dans quel cadre on réfléchit et qu'est-ce qui nous fonde à réfléchir de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, on mobilise Morin, effectivement, Betson et compagnie. Et puis, Que des gens bien. et puis, en plus, surtout, on assume un truc, c'est que c'est pas nous qui inventons les concepts, en fait. C'est-à-dire qu'on s'inscrit quand même à un moment donné dans la veine de tout un tas de gens qui ont réfléchi, qui ont pensé la relation et qui se sont impliqués là-dedans. Alors, ils l'ont compris d'un point de vue peut-être partiel et orienté parce qu'ils avaient des types de pratiques. La complexité permet d'avoir une vision multifacette. Et pour le coup, Bateson, c'est un autre bon ancrage sur la Ouais, complexité. clairement. Excellent. Et donc théorie sur la relation, enjeu de l'accompagnement, ça nous fait le volume 1. Et vous nous Voilà. faites l'articulation avec le volume 2 Le volume avec 2 la question de le plan. Céline. Merci Céline pour la question. Le volume 2 manuel de la relation, les enjeux de la relation d'accompagnement. Parce qu'il y a quand même encore des enjeux qu'on n'a pas abordés, comme l'altérité, comme comment on passe de la demande au besoin, un enjeu central qui est celui de la séduction, on aura l'occasion de revenir dessus. C'est-à-dire comment on fait pour capter l'attention et favoriser l'alliance. Euh, Après, on aborde un certain nombre d'outils que beaucoup de praticiens en hypnose connaissent avec plus ou moins de détails, aussi bien sur l'observation du non-verbal, du paraverbal, de l'utilisation du langage, du regard, du sourire, de la voix, etc. Avec cette idée que, au lieu de, comment on va dire, au lieu d'asséner des choses, on essaye de les fonder. Et que quand c'est fondé que sur notre expérience à nous, bah, on dit que c'est que sur notre expérience à nous, parce que ça peut arriver aussi. C'est assez rare. Et une fois qu'on a décrit les différents types d'outils qu'on peut mobiliser, eh ben, on passe à la mise en œuvre des outils, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans un début de séance, qu'est-ce qui se passe dans la proxémie, qu'est-ce qui se passe dans la façon de poser un cadre, qu'est-ce que ça veut dire poser un cadre, c'est quoi les enjeux, comment ça s'ajuste, comment on déroule la relation, qu'est-ce que c'est une posture d'accompagnant,
Enfin, tous ces trucs-là, Et, quoi. Comment on s'ajuste à l'autre? est toujours vu sous l'angle de la relation d'accompagnement. C'est-à-dire que, parce que si tu veux, il y a pas mal de bouquins qui parlent de ces outils, que ce soit la voix, le registre de langue, verbal, non-verbal, etc. Nous, en fait, le focus, c'est vraiment comment tous ces éléments-là, toutes ces touches qui sont sur la table de mixage peuvent être utilisées à un moment donné et mises au service de la relation d'accompagnement, justement dans l'esprit d'un accompagnement au changement. En fait, on n'a pas arrêté de penser aux gens qu'on forme et qu'on supervise, que ce soit pour Jérôme plutôt des travailleurs sociaux ou des institutionnels, ou pour moi plutôt des praticiens en hypnose, vraiment avec cette idée-là, en tout cas, de quoi ils auraient besoin pour ajuster autant que possible leur travail à, à des invariants, à des choses qu'on a pu observer dans comment fonctionne une relation et ce qui bloque ou ce qui bloque pas. Ce qu'on retrouve déjà justement dans le volume 1, je crois. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien? Tu vois, Euh, c'est toute cette logique de l'économie du changement, elle est là pour expliquer pourquoi, en fait, il y a besoin de s'ajuster. On peut pas comprendre à quoi ça sert de s'ajuster, à quoi ça sert de s'adapter à l'autre et comment le faire si on comprend pas qu'est-ce qui fait que les gens sont bloqués là où ils sont bloqués. Jean avait une phrase, une formule que je trouvais assez intéressante pour décrire les livres. Il disait, le premier volume, c'est le pourquoi, et le volume 2 c'est le comment, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant de le dire comme ça. C'est-à-dire que mettre en place des choses, et ça, on le voit quand on fait de la supervision, que ce soit de professionnels du travail social, de professionnels de l'accompagnement au sens large, de psychologues ou autres, c'est de se dire que souvent, on raisonne outil avant de raisonner à quoi ça sert et la dimension stratégique, avec une sorte de confusion entre la dimension tactique et la dimension stratégique d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye, je dis bien qu'on essaye, parce que après ce serait prétentieux de dire qu'on y arrive, ça c'est pas à nous de le dire, mais qu'on essaye de déminer un peu en fait. Ouais, et puis en plus, je pense avec la conviction qu'on a tous les deux que dans 5 ans, on sera plus tout à fait d'accord avec les bouquins. Mais bon, c'est des jalons dans une recherche à un moment donné. Après, ça, on le présente aussi au début du livre, on dit bien que c'est un point d'étape. Ouais. Peut-être que écrit 10 ans plus tard ou 10 ans plus tôt, ils n'auraient pas été du tout les mêmes, je Mais peut-être pense. que 20 ans plus tard, il n'aurait pas du tout été écrit. Donc à un moment donné, il faut bien le faire, quoi. C'est ça. et pour tous ceux qui produisent des choses, j'ai l'impression qu'effectivement, euh, l'enjeu de vouloir viser un idéal trop tôt, ça n'a pas l'air d'être le plus efficace versus, bon, tu fais une version bêta, tu la sors, tu peux la challenger, l'améliorer, et tu as des chances que, effectivement, dans les années qui arrivent, s'il y a besoin de faire une réédition parce que tu te rends compte que tu as changé d'avis sur un sujet chemin faisant, ça, voilà, j'ai l'impression que ça Après, paraît plus il y propice a, à l'action, quoi. il y a un truc aussi, hein, c'est que l'obsolescence de la donnée, c'est quelque chose qui est connu en recherche, etc., et qui n'est pas un problème, parce que ton livre, il a une date de sortie, donc tu peux tout de suite voir où il se situe. Mais c'est surtout une chose, c'est qu'à partir du moment où tout est sourcé, tu sais sur quelle source ça se fonde. Si la source a été remise en cause par la suite, ben ça, c'est la... Et C'est le jeu. nous, on a investi sur un truc, c'est de croire que les gens qui vont lire ce livre et qui vont se l'approprier sont des gens qui seront suffisamment curieux pour pas en rester à ce livre-là, mais pour continuer à trouver la relation comme un sujet fascinant et qui vont continuer à aller chercher et peut-être qu'ils vont nous écrire en disant non mais là vous avez écrit une connerie Et et ça peut-être serait génial, tu vois. Et peut-être qu'on finira même par en faire un site d'échange, d'ailleurs. Ça serait pas une vilaine idée d'avoir une espèce de forum où on puisse à un moment donné échanger parce que moi j'aime bien cette idée-là, que ça devienne un espace où chacun vient enrichir par la relation encore le travail. Ah, alors, Céline pose deux questions. La première, je l'ai pas comprise avant de répondre à la deuxième. Je réponds à la deuxième, tu réponds à la deuxième sur la différence entre la stratégie et la tactique. En gros, la tactique, c'est ce qu'on fait une fois qu'on est sur le champ de bataille. La stratégie, c'est comment on pense le déroulement de la guerre. Donc, si on prend notre exemple, notre stratégie, elle est fondamentalement utilisationnelle et pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dogme, on part de la personne. Ça, c'est les grands principes qui nous accompagnent. La tactique, c'est comment on utilise ces principes-là dans le concret. Ça va, c'est à peu près clair dit comme ça? Et sur la première question, du coup, tu voulais plus d'explications sur le Je la plus 2, comprends c'est pas. ça, Je comprends pas la Céline? première question.
J'ai l'impression qu'elle Non, demandait. mais Bah, c'est vas-y, parce que Céline, prends le micro, ce sera plus simple. bonsoir, c'est parce que tu disais, est-ce que je suis claire comme ça? Et qu'il y avait que l'articulation de votre premier Ah non, on livre. vient de décrire Non. le deuxième. En fait, le deuxième, Oui, mais parce que Adrien avait compris, je pense, en sous-marin ce que je posais comme question, et c'est pour ça qu'il vous a demandé. Et donc, du coup, Ah, d'accord, ok. la Donc on a deuxième répondu. partie, voilà, oui, Ok, merci. d'accord. en gros, le deuxième manuel, le deuxième livre serait plutôt manuel de la relation et dimension tactique. Ouais. Génial. J'ai eu plusieurs échos, non pas sur votre livre, mais sur l'idée de la relation. Euh, Comme quoi, tu vois, ce serait un truc qui devrait être intuitif, qui devrait être naturel, pas le genre de choses qu'on apprend ou qu'on étudie. Euh, j'ai l'impression que effectivement, il y a beaucoup d'automatisme dans les relations. Si je me fends d'une analogie avec la conduite, au début, tu sais pas conduire, et puis à force de conduire, ça devient automatique. On connaît les 4 étapes de l'apprentissage. Probablement que waouh, quoi, la plongée dans les profondeurs à la fois des sources théoriques et de la complexité de la relation et de l'accompagnement, ça a dû venir faire bouger même vous, Ah, nous, vos ça nous fait manières d'entrer en bouger relation. clairement, oui, bien sûr. C'est rien que le fait de se confronter l'un à l'autre déjà. Alors après, moi, j'ai un parti là-dessus, c'est que à titre personnel, je suis quelqu'un qui a tout appris de la relation. Donc, mais qui ne pense pas avoir tout maîtrisé de la relation, loin de là. Et ça se base sur un truc, c'est que je suis quelqu'un de curieux des gens. Je suis plutôt timide à la base, donc c'est quelque chose que j'ai dû mettre en œuvre, l'apprentissage de la relation, pour répondre à ce que tu dis. Et en fait, pour moi, tous les jours, j'apprends la relation. Parce que chaque fois que je rentre en relation avec quelqu'un même que je connais, cette personne, c'est une nouvelle personne à chaque nouveau contact, en fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Moi, l'autre, pour moi, dans ma conception, c'est un mystère, en fait. Ça, c'est un grand point commun. L'autre, c'est un mystère. Et Avec de la, comment on appelle ça? Tu sais, du truc sucré à c'est l'intérieur. ça, un mystère. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a mis 6 ans, hein, parce que on a, voilà. Euh, mais oui, l'autre, c'est un mystère, en fait. Et je crois que ce côté mystérieux, ce côté euh, questionnant, ben, ça peut devenir un métier, et je crois que c'est le métier de thérapeute, en fait. Tu vois. Ça pourrait aussi être le métier politique s'il était exercé comme il Ouais, mérite de l'être. ouais, Ça pourrait être plein d'autres ouais. choses. Euh, C'était quoi la question? Euh, Si on pouvait apprendre à entrer en relation, de si la ça fait relation. En sens fait, de vouloir faire tout ça. le monde apprend à rentrer en relation depuis sa naissance. Je veux dire, le premier réflexe d'un enfant, celui de la protrusion de la langue dans l'imitation, c'est déjà un apprentissage relationnel. On apprend à entrer en relation encore dans le ventre de sa mère parce qu'on est déjà en train d'apprendre à décoder les phonèmes de la langue maternelle dans laquelle on va évoluer. Alors, Donc, je rajouterais apprendre volontairement, tu vois, apprendre en conscience, faire ce travail de ben, recherche. Alors après, ça, c'est, moi, je vous prêchez un convaincu, entre guillemets, dans le sens où c'est des choses que j'ai déjà exprimées, mais personnellement, l'hypnose, ça a complètement transformé ma relation à l'autre, mais presque par surprise, j'avais pas vu venir le truc. C'est-à-dire, pour hypnotiser quelqu'un, il faut que tu t'intéresses un peu à lui. Contrairement à toi, Jérôme, j'ai un peu honte de dire que pendant longtemps, j'étais un peu focus sur mon petit personnage et j'étais pas trop intéressé par les autres. Et donc, pour apprendre la technique de l'hypnose, je sais pas, la calibration, écouter les mots, etc., j'ai été obligé d'être curieux des autres. Et là, j'ai fait cette découverte magnifique que d'ailleurs, je trouve votre livre transmet avec force à plein d'endroits, de cette altérité, de cette richesse incroyable qui est souvent là présente, qui est parfois latente en potentiel, et finalement, il n'y a rien de plus important, rien de plus intéressant dans cette vie que de raisonner et d'être en relation avec d'autres personnes, de grandir ensemble, de se challenger. Et donc, voilà, je sais que c'est une question qu'on a posée. Moi, personnellement, il est clair que ce travail conscient a modifié mon vécu qui devient, et c'était une question que je vais vous poser aussi, un vécu qui redevient instinctif. C'est-à-dire, est-ce ben, que vous pouvez encore entrer en relation naturellement sans solliciter vos grilles de lecture, quoi? bah ouais, simplement, elle pop toute seule, en fait. C'est, C'est marrant parce que c'est la même question que celle qui nous est posée quand on rencontre quelqu'un et puis qu'il apprend qu'on fait de l'accompagnement en thérapie. En général, Ouais. le truc, c'est surtout tu fais rien.
Non, enfin, je sais pas. Après, s'il n'y a pas de demande, en général, il n'y a pas de réponse. Ça ne veut Puis pas dire qu'il n'y a pas d'analyse. non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'analyse, mais si tu veux, on est des individus pensants, en fait. Moi en fait, ce qui m'emmène à titre personnel à penser l'autre comme un mystère, c'est que, en fait, au départ, j'y comprends rien et j'ai pas la prétention d'y comprendre plus maintenant. En fait, je pense qu'à plein d'endroits, et on en parle souvent avec Jean, à plein d'endroits, on mobilise des techniques, etc., mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'autre pour que ça change, en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose d'humble qui doit s'installer à cet endroit-là, c'est qu'en fin de compte, c'est pas nous qui faisons changer l'autre. À partir de ce moment-là, ça nous remet quand même un petit peu dans nos 25 mètres de toute puissance, en fait, hein, si je puis me permettre, hein. Et donc, du coup, je pense que je ne sais pas si toi, Jean, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui était avant en souffrance parce que j'étais dans la suradaptation, etc., etc., et c'était pas facile. J'en ai fait un peu un boulot, en fait. J'en ai fait un peu un métier, c'est-à-dire d'utiliser ce truc qui faisait que j'observe beaucoup. On pourrait discuter de pourquoi je me suis intéressé à la complexité, mais c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, l'autre, c'était tellement compliqué à comprendre qu'à un moment donné, il m'a fallu un truc qui s'appelle le paradigme de la complexité pour pouvoir rentrer en relation, tout simplement. Mais en vrai, je pense que c'est compliqué pour tout le monde à un moment donné, ou peu s'en faut. Mm. Et puis, je pense que tu vois, tu te flagellais, Adrien, et je vais me permettre de te déflageller un peu si tu permets. Euh, Parce que, en fait, c'est normal d'avoir des temps où on s'intéresse à soi d'abord. C'est une étape de développement normal. La question, la question, c'est le moment où on se rend compte que s'intéresser à soi seul n'est non seulement pas satisfaisant, mais engendre de la souffrance parce que on a besoin d'autonomie et de lien. Et que si on est juste tout seul dans sa tronche, on souffre infiniment. Donc, de toute façon, on a besoin d'apprendre à entrer en relation pour vivre. Il y a pas, il y a, c'est, je sais pas vous, hein, mais moi, comment on va dire ça? Bon, un mystère, c'est bon, hein, c'est sucré, tout ça. Mais un sourire, le contact physique avec une personne, un geste de solidarité, un geste d'attention, ben, c'est ce qui nourrit la vie en vrai. C'est pas d'accumuler des trucs. Il y a un proverbe arabe qui dit très joliment que les amis valent plus que l'or, par exemple. Il y a vraiment cette idée-là que la relation, c'est ce qui nous fait vivre. Et même si on l'analyse cyniquement sur le plan écologique, dans la nature, les êtres qui vivent isolés, ça leur réussit pas trop, en fait. Oui, puis par exemple, si on veut aller chercher un exemple très pratico-pratique, on a tous vécu la crise Covid. Le syndrome de glissement chez les personnes âgées, par exemple, dans les EHPAD, a été quand même bien caractérisé sur l'isolement, en parallèle avec l'isolement qui avait été créé en cette période-là. Alors, tu vois, cette question de la relation, moi, j'ai ce parti pris qui est peut-être pas partagé par tout le monde, mais que c'est pas une évidence. Et quand on la présente comme une évidence, c'est déjà un peu faire violence à tout un tas de gens ben, pour qui c'est pas si simple la relation en fait. Et moi, je crois qu'on peut apprendre. Alors, on apprend effectivement, comme le disait Jean, dans tout le processus d'évolution de l'enfance, mais je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut recadrer petit à petit et accepter en termes de changement et d'évolution dans la relation à l'autre qui peuvent se faire complètement à l'âge adulte. Ouais, puis si on en fait un métier, la moindre des choses, c'est quand même de donner le meilleur qu'on puisse, quoi. Vous préférez pas manger du bon pain? C'est difficile de rebondir, mais ça va, j'assume mon rôle de maître de cérémonie. Non, parce qu'il y avait un peu d'intensité là dans le moment. Euh, vous nommez un équilibre justement pour habiter et nourrir la relation d'accompagnement. Vous nommez une dimension technique et une dimension de présence. Euh, la question que je me pose, et voilà, n'hésitez pas, hein, les participants, j'espère que... Volume 2. Non, je déconne. Aidez-moi, non, non, j'improvise, non, j'ai quelques questions, ils m'ont fait bosser avant en vrai, mais en tout cas, je serais ravi si ça vous inspire d'autres choses. En tout cas, voilà, ma question était la suivante. J'ai l'impression que la présence, un peu à l'instar de la relation, tu vois, tu te dis que c'est pas le genre de choses que tu peux travailler.
Ou en tout cas, tu pourrais avoir cette idée préconçue. Euh, pour ceux qui Et voudraient c'est avoir comme la envie de justesse développer leur du geste présence, en danse, en fait. C'est comme la justesse du geste en danse ou en théâtre. Tu sais prendre une bouteille, mais il y a des manières de la prendre qui sont pas les mêmes selon ce que tu veux produire chez l'autre. C'est pareil pour la qualité d'écoute. Tu peux avoir une écoute attentive, une écoute interventionniste, tu peux avoir. Tu as plein de formes de façons d'écouter les gens. On le vit tous, on le fait tous, même. On n'est pas forcément toujours attentif de la même façon. Et par exemple, le focus attentionnel à l'écoute, par exemple, c'est quelque chose qui se travaille. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que quand on débute une carrière, on est capable de faire une ou deux séances dans la journée, et déjà là, c'est très fatigant. Puis quand on gagne en expérience, en expertise, on peut en général faire un peu plus. Bah, c'est certainement qu'on a une capacité de focalisation intentionnelle et puis peut-être quelque chose qui devient aussi, on va dire, pas des automatismes, parce que j'aime pas trop la notion d'automatisme dans la logique de relation, mais on a quand même des automatismes intellectuels, en fait, psychiques, qui font qu'on arrive à être dans une sorte d'économie d'énergie, tout simplement. En fait, je crois que l'expérience, il y a une métaphore que je prends souvent en conversationnel, je résiste pas, j'en suis tellement fier, parce qu'elle est dérisoire. C'est celle de l'achat d'un pot de yaourt dans un hypermarché. Vous vous êtes tous retrouvés face à un rayon de yaourt dans un hypermarché au moins une fois, et vous voulez le panier de Yoplait à la pêche. Si vous ne savez pas à quoi ressemble ce que vous cherchez, vous allez passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à le trouver. L'expérience et moi j'aimerais bien, et c'est aussi un des objets du livre, réhabiliter la notion de culture. Euh, si on a suffisamment d'expérience et suffisamment de culture, ben on sait à quoi il ressemble le panier de Yoplait qu'on cherche. On sait à quel moment dans une phrase il y a un présupposé qui vient indiquer quelque chose, à quel moment il y a une respiration qui vient ponctuer quelque chose. C'est du travail, hein. Ça s'apprend. Je pense que vous le savez tous, non? Mais je pense que ça se corrèle aussi avec un niveau d'exigence avec soi-même, un truc un peu itératif. C'est pour ça que les supervisions, etc., sont quand même importantes, parce qu'elles viennent nous questionner sur justement comment on rentre pas dans des schèmes qui sont un peu toujours les mêmes, etc., etc. Je ne parle pas des rituels, je parle vraiment de trucs qui deviendraient des sortes d'automatismes, mais qui seraient plus centrés sur la personne, qui seraient centrés sur nous, notre bien-être et notre façon d'interagir à l'autre. En fait, moi, je trouve que les automatismes sont hyper légitimes parce que c'est de l'économie d'énergie, tant que ça fonctionne. Mais à partir du moment où nos automatismes ne produisent pas les résultats que nous en attendons, bah, il faut changer quelque chose. C'est aussi simple que ça. oui, ça m'inspirait quand tu dis que finalement le cerveau, c'est un organe de reconnaissance avant tout, Ouais. en tout cas en grande partie. C'est génial parce que ça nous permet de reconnaître plein d'éléments en l'occurrence dans l'échange, dans les mots, dans le non-verbal, etc., qu'on va pouvoir mieux analyser parce qu'on est préparé. Et en même temps, effectivement, ça pourrait, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais ça pourrait nous mettre, tu disais, sur des chaînes où finalement on va voir ce qu'on cherche d'une certaine manière. Ouais, tu sais. Je Pardon, voulais finis juste. ta phrase. Ouais, non, je m'autocorrige, enfin je m'autocorrige, j'auto-affine ma proposition, qui est que si t'as pas fait ce travail d'accumulation, de connaissances et de réflexion, de grille de lecture, bah, du coup tu vas être quand même dans le mécanisme de reconnaissance, sauf qu'il va être beaucoup plus pauvre parce que tu auras moins de complexité à reconnaître, alors qu'une complexité bien entraînée peut, j'imagine, en tout cas je crois que c'est ce qu'on défend ici, te permettre de mieux naviguer avec une forme d'instantanéité plus grande aussi et voire même d'intuition, parce que tu as nourri ton intuition et parfois, j'imagine, tu gères la relation sans y penser, j'espère, quoi. C'est même à peine plus complexe encore que ça. C'est que ça va venir, par exemple, ce que tu disais sur cette idée d'avoir raison, ça vient mobiliser le biais de confirmation d'hypothèse, par exemple, dans lequel, vu que je me fais cette idée-là, je vais me trouver tous les arguments qui vont aller dans le sens de mon idée. Et donc, du coup, en fin de compte, c'est plus du tout centré sur l'autre, c'est complètement centré sur ma façon de penser et puis l'histoire que je me raconte de ce que j'entends. Tu vois? Et là, c'est un truc dont on discute souvent avec Jean, c'est que l'espace d'accompagnement, c'est un espace qui est intersubjectif, mais dans lequel l'accompagnant n'est pas neutre. Il a sa subjectivité. Mais justement, il y a un moment donné où la dimension réflexive est hyper importante parce qu'elle va
elle va imposer à la personne d'être attentive à cette dimension de subjectivité pour pas qu'elle aille envahir l'autre, en fait. Je trouve que c'est une des grandes forces de l'hypnose par rapport à... J'ai l'impression que la psychanalyse te disait attention, il y a du transfert et du contre-transfert. Ce que tu nous dis, si j'espère que je résume pas trop abusivement, mais c'est que en gros, il faut faire attention à son contre-transfert, en tout cas en être le plus conscient possible. Et les gens te disent l'hypnose, c'est de l'influence, c'est de la manipulation. Bon, après, c'est le classique, hein, on ne peut pas ne pas manipuler, on ne peut pas ne pas communiquer et toute communication est influence. On ne peut pas Euh, accompagner une personne vers le changement sans l'influencer. Et de fait, je reboucle avec ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression d'être beaucoup plus clean dans ma pratique professionnelle. De toute façon, je l'ai construite avec ça, mais surtout dans ma vie personnelle. Depuis que je connais les mécanismes d'influence, j'ai l'impression de moins les subir, entre guillemets, parfois presque malgré moi, voilà, dans les relations, même personnelles, ouais, avec mes enfants. Je suis content C'est d'avoir c'est découvert l'hypnose super intéressant que tu dises ça. avant d'avoir deux enfants. C'est Ça m'aide pas super mal. intéressant que tu dises ça. Je crois que dans la Bible, il doit être écrit un truc comme la vérité vous libérera. Moi, je dirais que la connaissance nous rend responsables, en fait. Et qu'à partir du moment où on a conscience des enjeux, ben, on ne peut pas faire comme si on n'en avait pas conscience. Et c'est un peu l'intérêt d'évoluer dans la vie, c'est qu'on commence très très con et si on fait des efforts, progressivement, on le devient moins. Enfin, on essaye en tout cas. Mais tu vois, pour revenir juste à cette notion de la complexité et de la diversité de référentiels, pour nous, c'est un truc super intéressant, cette diversité, super important, cette diversité de référentiels. Il faut bien comprendre un truc, ça commence par le langage. Si je n'ai qu'un mot pour désigner un certain type de situation, je suis incapable d'en penser la diversité. Et quand on regarde, par exemple, un client qui nous dit je suis nul, ben, il a juste un mot pour décrire une réalité qui est infiniment plus complexe et ça fait partie de ce qui l'enferme. On ne peut pas, nous, en tant qu'accompagnants, tolérer des biais dont on sait qu'ils enferment nos clients. Ouais. D'où l'intérêt de la question à cet endroit-là. Et de la culture qui limite notre enfermement. En fait, quand je parle de culture, c'est pas du tout une logique élitiste, c'est une logique si on n'est pas curieux d'autre chose que de ce qu'on a l'habitude de penser, ben on tourne en rond, comme un poisson dans son bocal, rond. C'est un peu l'esprit aussi du livre, hein. On est conscient, par exemple, qu'avoir 450 références dans un livre qui est donné grand public, etc., ou en tout cas, on va dire, entrée de formation, c'est quelque chose d'exigeant. Mais encore une fois, personne n'est obligé de lire les 450 références, etc., pour aller piocher des choses intéressantes dans le livre. Il y a des gens qui le lisent du début à la fin, comme ça, de façon investie. Puis tu as d'autres personnes, moi j'ai des gens qui vont dire, ben non, mais moi je picore, quand j'ai une question que je me pose, ben tiens, je vais aller voir tel truc. De temps en temps, j'ai 5 minutes, ben, je regarde un chapitre, parce qu'en plus, le chapitrage n'est pas super long. On a fait exprès de travailler aussi sur ces dimensions-là pour rendre les choses un peu pédagogiques, en fait. Donc après, moi je pense, et c'est là que je rejoins Jean, c'est que ouais, il y a un niveau d'exigence, mais qui est complètement assumé de notre part. Il y a des gens, hein, on a une personne qui nous a dit, ah, c'est quand même ardu, etc. Oui, Ça mais va, c'est une personne sur les voilà. 400 premiers lecteurs, ça. Oui, une personne qui nous a dit ça, mais c'est assumé et accompagner des gens, c'est ardu en fait. Voilà, juste ça. Donc bon, bah oui, on n'allait pas faire un livre simple sur la complexité de l'accompagnement relationnel. Mais il n'est pas Merci, compliqué, il est juste complexe. C'est complexe. Ouais. ça, C'est pas la c'est même ça. C'est chose. pas la même chose, voilà. Et merci, parce que bon, je reviens, encore une fois, on va pas faire des grandes analyses de comptoir de l'état du monde, etc. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait une accélération de beaucoup de contenu et donc une capacité d'attention et de réflexion et d'accueil de la complexité. Encore une fois, j'ai probablement plein de biais, mais j'ai l'impression que c'est un peu réduit et c'est un peu celui qui donne la réponse la plus simple à un problème complexe, c'est celui qui va être entendu et voire élu. Et donc, c'est vrai que moi, ça parle à mon cœur de pouvoir assumer ceci est un problème complexe. On peut pas y répondre en deux mots. On a besoin de temps, même de temps voilà, de digestion, d'analyse, de confrontation au réel. Euh, et en ce sens, bon, bah, encore une fois, si on fait cette table ronde, c'est que probablement qu'on raisonne à cet endroit-là, mais ça me paraît important. À une époque de recettes, tu vois, ouais, recettes dans compulsives, une quoi. certaine mesure, et je dis bien dans une certaine mesure, je le souligne et je le mets en gras si vous voulez bien, dans une certaine mesure, on est responsable de ce qu'on mange. C'est-à-dire que si je me nourris avec de la junk food,
ben, je me nourris avec de la junk food et ça a ses conséquences. Si je décide de manger quelque chose de plus équilibré et qui sera plus sain et plus healthy pour moi, et ben, ça aura aussi ses conséquences. Et ben, c'est pareil pour l'intellect, c'est pareil par rapport. Et là-dessus, on s'est beaucoup retrouvé sur ce niveau d'exigence qu'on se fixe à nous-mêmes, hein, en fait. Hein. Avant de le fixer au livre, c'est un niveau d'exigence qu'on se fixe à nous. Dans les accompagnements qu'on peut réaliser, alors bien sûr, on fait aussi des conneries comme tout le monde. Hein, je pense Plein. que, voilà, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Mais je crois que ce niveau d'exigence qu'on se fixe, qu'on travaille aussi beaucoup en supervision avec les différentes personnes qu'on supervise, ben moi je crois que c'est le niveau d'exigence aussi quand on prend la responsabilité d'accompagner quelqu'un. C'est tout, tout simplement. Surtout, surtout, comme beaucoup de, je pense, gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteront en replay, qui peuvent venir du monde de l'hypnose, où on vient souvent on est sur des parcours de reconversion, et donc tu peux te retrouver un peu parachuté après 3 ou 4 semaines de formation, sans aucune conscience véritable des enjeux et du cadre, avec des personnes en souffrance. Donc, Ouais. effectivement, probablement qu'un Et en minimum même d'exigence à temps, cet endroit-là. on peut aussi, dans une reconversion, arriver avec une expérience de vie qu'on n'a pas, quand on sort tout juste de fac et qu'on a juste entendu des théories auxquelles on croit. Je stigmatiserai pas ça. C'est pour moi, c'est vraiment le positionnement Mm, qui est la mm. question. Je crois que ce qui nous réunit beaucoup avec Jérôme, c'est que on n'aime pas croire qu'on sait. Et c'est assez coûteux en vrai. C'est assez coûteux parce que ça veut dire que je crois que c'est une chose qui nous manque beaucoup socialement, culturellement, d'apprendre à vivre dans l'incertitude, à accepter que le réel nous échappe. Euh, voilà, je crois que c'est important. Oui, je crois que c'est important d'apprendre à vivre avec le je ne sais pas et le je voudrais savoir encore et quoi d'autre et voilà. Euh, Excusez-moi. C'est Alec qui nous fait des farces. Ouais, ouais, j'ai une rupture de pattern. Euh, Il y a un truc aussi, c'est que je pense aussi que, et le livre essaye de l'illustrer aussi un peu, alors il y a des moments où je me dis on aurait pu aller plus un peu sur ce terrain-là, on essaye de pas trop se prendre au sérieux, en fait. Et on a essayé à certains endroits de dire, c'est pas parce qu'on prend une vision martiale, pas souriante, pas chaleureuse, etc., qu'on est un meilleur praticien, bien au contraire. C'est à un moment donné à quel moment ça se détend un tout petit peu et à quel moment on peut se rendre compte qu'on peut prendre les choses avec sérieux sans se prendre au sérieux, en fait. Et ça, je trouve que ne pas se réfugier derrière sa posture, ne pas se réfugier derrière, on en parle souvent et on est un peu là-dedans actuellement dans l'écriture du volume 2 sur ces questions de posture. On voit aussi des gens qui ont standardisé leur posture et du coup, on n'est plus du tout dans la logique d'ajustement que nécessite pour nous en tout cas, un accompagnement qualitatif au changement. Oui, je suis d'accord. Ils sont forts, ils sont forts. Je voulais revenir à... Merci hein, pour ces éléments de clarification. Euh, je voulais revenir sur justement un enjeu. Vous parlez dans le bouquin de la nécessaire clarté, quelque part une forme de connaissance de soi en tant qu'accompagnant, tu vois, de conscience de tes besoins. Je parlais du contre-transfert, de tes attentes, de tes fragilités, et aussi du fait que le client tu parlais tout à l'heure de surajustement, Jérôme, qu'on peut retrouver dans la vie en général, et souvent chez nos clients qui vont vouloir être de bons objets, si je reprends la terminologie PGRO, être bien vus par leur thérapeute, montrer qu'ils rentrent bien en hypnose ou qu'ils changent bien. Euh, Comment vous avez musclé cette capacité à repérer chez vous ce qui peut vous agir et chez l'autre pour éviter justement de tomber dans les pièges d'une séduction ou d'une relation, je dirais, qui serait artificielle. Moi, je tombe dedans, Bah, hein. Je tombe dedans, je fais des erreurs, je m'en rends compte, j'apprends et je recommence. et quand on fait une erreur, on présente ses excuses. Voilà. Voilà. Après, le but, c'est quand même d'essayer d'éliminer le plus de scories possible. Après, on n'est pas imperfectible, on n'est pas parfait, on est complètement imparfait. Et il y a quand même, je crois aussi,
moi, je suis toujours fasciné. Pour être très honnête, c'est un truc on s'est beaucoup marré avec Jean quand on a écrit cette partie-là du livre. Mais moi, je me suis toujours marré dans ces écoles où il y a des formations dans lesquelles on vous montre que des démonstrations flamboyantes, etc., etc. Alors que la plupart du temps, en cabinet, les premières intentions, et souvent pas que les premières d'ailleurs, fonctionnent pas forcément comme on voudrait. Et justement, je trouve que l'ajustement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ajustement, c'est que à chaque fois que ça fonctionne pas comme on veut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait violence à l'autre en essayant de continuer à lui imposer quelque chose, ou est-ce qu'à un moment donné, on se remet en cause et puis on dit, bah, tiens, ça marche pas, qu'est-ce que je fais d'autre, en fait? Qu'est-ce que je peux proposer d'autre? Et si je peux rien proposer, bah, comment j'oriente la personne vers quelqu'un de compétent, en fait, tout simplement? Enfin, en fait, le risque à forcer dans une direction, c'est on a des clients qui vont nous faire le cadeau de nous envoyer chier et c'est un très beau cadeau. Mais on va aussi en avoir qui, justement, ont l'habitude de se soumettre à l'autorité parce que c'est leur mode de survie. Et ceux-là vont faire ce qu'on attend d'eux si on fait du forcing. Et en fait, c'est presque toujours un indice de psychotrauma en plus. C'est-à-dire qu'on retrouve typiquement la caricature, par exemple, de Charcot à la Salpêtrière. Si vous voulez des super sujets qui fassent tout ce que vous voulez, prenez des gens qui sont dans un tel niveau de souffrance qu'ils ont besoin de votre reconnaissance et ils feront tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment, en fait? Ou est-ce que ce qu'on veut, c'est justement pour ces clients-là, les mettre dans une situation où ils s'opposent même à nous? Et puis, je crois que la vocation d'un accompagnement, c'est aussi de produire d'accompagner des individus vers de l'indépendance, vers de l'émancipation, vers de la liberté, ce qui est tout le contraire d'une démarche qui serait aliénante, qui passerait son temps à paternaliser ou à materner, peu importe, etc., etc. Je crois qu'il y a vraiment derrière ça des enjeux majeurs qui sont des enjeux éthiques et déontologiques de nos métiers de l'accompagnement. On a aussi une vigilance à avoir sur les dimensions de surattachement que les personnes peuvent avoir, qui ne sont pas d'ailleurs liées qu'à la dimension transférentielle, hein, qui sont aussi liées à qu'est-ce que nous, comment nous, on le construit, ce truc-là, comment on incite à la dépendance ou pas. Et c'est là que nos enjeux, tous les enjeux manipulants qui peuvent être sous-jacents au travail d'accompagnant sont vraiment questionnants aussi. En fait, La sélection. ce point-là, il est même très important parce que je crois que être un bon accompagnant, c'est comme être un bon chasseur. Je crois qu'être un bon accompagnant, c'est justement utiliser les mécanismes d'attachement du sujet pour lui permettre de faire des pas qu'il n'a pas pu faire. Donc, le cas échéant, dans un premier temps, jouer un rôle qui n'est pas forcément juste sur le long terme, ce qui demande dans chacun des surattachements qu'on met en place, d'inscrire dès le départ le deuil de la relation en nous, parce que c'est OK que les gens se surattachent si on les retient pas et qu'on les pousse vers la sortie, si c'est une étape utile pour eux. Mais par contre, Réapparentage. si on, hein, Réapparentage. oui, reparentage, ouais. Moi, j'avoue que je me sers beaucoup des relations d'attachement dans le travail. Mais par contre, je considère pas que les gens m'appartiennent. Et je pense que quand on va sur ce terrain-là, il faut être hyper clean, en fait. C'est là que la supervision a son intérêt aussi, parce qu'elle va venir questionner ces dimensions-là et s'assurer, en tout cas s'assurer autant faire se peut, hein, justement d'un contexte qui va être safe pour la personne qui est accompagnée. Et pour l'accompagnant d'ailleurs, hein, parce Ouais, que c'est pas que simple hein, pour les non, bien accompagnants. sûr plus. Bien sûr. Waouh. Justement, dans cette complexité, j'ai l'impression qu'il y a un peu un paradoxe. Alors, c'est probablement un début de question plus pour toi, Jean, parce qu'elle est un peu orientée hypnose, mais je pense que Jérôme, il y aura Il toi a été certainement très des bien éclairages fait. intéressants. Non, mais c'est quand même rigolo, ce paradoxe où les gens viennent voir quelqu'un pour se faire hypnotiser, donc dans une idée un peu de perdre le contrôle, je vous donne les clés du véhicule, changez-moi de chemin, je caricature. Euh, et avec aussi un rapport à la temporalité qui m'a beaucoup touché dans votre livre et je voudrais bien avoir votre regard sur cet enjeu-là parce que l'hypnose, je pense à cette image de changement très rapide, changement spectaculaire, qui peuvent être d'ailleurs des phénomènes de suradaptation, hein, c'est pas impossible. On pourrait Ça imaginer des arrive. gens qui réagissent très bien. C'était Antoine Garnier qui disait sur une scène de spectacle, on fait croire que tu es une poule, bah, du coup tu es vraiment une poule.
Puis après, Oui. tu rentres chez toi et tu t'es plus une poule. Du coup, on pourrait te faire croire que tu es non-fumeur et tu es non-fumeur. Puis ça se trouve, ça va durer 1 heure ou une semaine ou un an. Avec un peu de chance, peut-être que le système va intégrer ce changement-là et l'intégrer à la personnalité, mais c'est pas garanti. Euh, Comment vous positionnez, vous, sur le côté un peu interventionnisme, utilisation d'un outil qui est quand même un outil de changement et d'influence, et puis sur la temporalité du changement? Et moi, je crois déjà que l'hypnose, c'est avant tout un outil relationnel, beaucoup plus qu'autre chose. Je crois que ce que fait l'hypnose, ça n'est ni plus ni moins que réactiver en nous des mécanismes relationnels archaïques dans lesquels on fait confiance à l'autre et on se laisse influencer, ce qui fait qu'il y a cette dimension qui est le même rapport qu'entre un enfant et son parent, en fait, hein, qui se pose pendant un moment. Donc, ben, moi, j'aime bien quand les enfants, à un moment donné, ils envoient chier les parents, parce que sinon, le travail n'est pas fini. Et si tu parles de temporalité, ben, moi, je sais que c'est une des premières choses que je dis à mes clients, c'est que j'ai aucune idée du temps que ça prendra. Peut-être moins d'une séance, peut-être plus de 10, j'en sais rien, en fait. Je crois qu'une des choses sur lesquelles on se rejoint aussi avec Jérôme, c'est sur la capacité à dire aux gens, on ne sait pas. Ce qui, au lieu de nous mettre dans une position... En fait, il y a quand même un truc qui est terrible, c'est quand les gens viennent nous voir, ils sont en souffrance d'être incapables de quelque chose dans leur vie. Euh, Si nous, on est capable dès le départ, on leur envoie quel message sur eux-mêmes? Ils sont Il y a, incapables. il y a un aspect, je trouve, sur cette question de capable, pas capable, etc. On entend beaucoup de choses sur les notions de volonté et tout ça, ou d'engagement. Euh, Moi, je sais pas comment vous êtes vous, mais d'accepter de donner les clés, comme tu dis, en général, on s'assure quand même que le conducteur, il soit pas complètement bourré, quoi, tu vois. Moi, enfin, je suis un peu comme ça. En Je tant que l'assume, client, tu vois, en tant que client. Tu vois, aller vers quelqu'un qui... Alors, je parle pas d'hésitation, et c'est là que je rejoins complètement Jean sur cette question du rapport au savoir. Et puis, il y a quelque chose qui fait aussi dans le corps de la personne et dans sa façon d'interagir à nous quand elle se rend compte que, ben, en fin de compte, on va cheminer ensemble et puis on va découvrir la problématique ensemble et puis on va se questionner ensemble et puis en se questionnant ensemble, c'est accompagner, c'est aller avec quelqu'un hein, quand même vers un endroit. Donc, quel que soit l'endroit. La question étant, enfin, l'idée étant, ben, je vais vous accompagner partout où vous irez. Parce qu'on a aussi la question de ces gens qui ben, ne vont nulle part. Ben, s'ils vont nulle part, ben, on reste à côté, puis on s'assied sur le banc, puis on on attend. attend. Mais en même temps, pour revenir sur ta question sur l'hypnose, il y a un autre élément. Euh, c'est peut-être la partie que je vais avoir le plus de mal à articuler ce soir, mais l'hypnose, elle n'est pas là pour résoudre un problème. L'hypnose, elle est là pour franchir des étapes. C'est-à-dire que typiquement, un des intérêts majeurs de l'hypnose, ça va être, par exemple, je vais prendre un exemple con, une personne a une anxiété généralisée. Sujet banal en cabinet, par exemple. Euh, alors, personnellement, hein, il se peut que ça fonctionne avec certains clients, mais je ne vais pas leur faire écouter le son de ma voix et maintenant vous n'êtes plus anxieux. Tu vois, je ne vais pas faire ça. Même si il est vrai que ça fonctionne avec à peu près 20% des consultants, hein, ce type de choses. J'ai même testé un peu ce truc-là, ça peut même monter plus haut. Mais je vais plutôt faire avec eux. Oui, je comprends, c'est pas facile. Et, euh, et ce qu'on va faire, c'est que par moment, on va rencontrer des endroits qui vous font peur et on va les traverser ensemble. Et ce que permet l'hypnose, c'est de rencontrer ces endroits qui font peur parce qu'elle permet de substituer l'imaginaire au réel temporairement dans la représentation. C'est ça qui se passe en fait. C'est dans une expérience hypnotique, l'imaginaire prend la place du réel et à l'intérieur de l'imaginaire, il y a des résolutions qu'on n'a pas pu faire dans le réel, qu'on va tester dans l'imaginaire comme une répétition, comme une forme d'entraînement psychique où on est accompagné pour explorer des dimensions où on ne pouvait pas aller jusque-là. Mais c'est pas l'hypnose qui résout le problème, c'est l'hypnose qui permet de faire des pas qu'on n'a pas pu faire dans le réel à un moment donné. C'est-à-dire, c'est comme un simulateur de réalité virtuelle, en fait. Ouais.
voulais dire un truc. Ouais, j'allais dire un truc, en fait ce que tu disais me faisait penser à une chose, c'est qu'il y a une dimension quand même, notamment dans les premiers contacts et dans les premières séances, qui va être aussi de reconnaissance de ce qui se passe pour la personne, Mm. d'accompagnement à la validation émotionnelle de la subjectivité de ce qui est vécu par la personne, en fait. Parce que tu sais, c'est cette histoire de t'accompagnes quelqu'un qui souffre d'obésité ou t'accompagnes quelqu'un qui. Enfin, je donne cet exemple-là parce que j'en ai un qui me vient en tête. Et en gros, elle a l'impression d'être en face de quelqu'un qui lui explique à quel point c'est simple, alors que elle a trouvé ça compliqué toute sa vie. Tu vois, d'un point de vue de la subjectivité, il y a quelque chose d'hyper arrogant à dire à quelqu'un, non, mais attendez, ça va fonctionner, regardez, hop, ça y est, c'est fini. Tu vois, il y a aussi quelque chose qui peut être, et c'est paradoxal d'ailleurs, hein, il y a quelque chose qui peut être structurant dans la souffrance de la personne, qui l'a accompagné parfois pendant très longtemps. Et en gros, si je suis plus ça, qu'est-ce que je deviens, en fait? Et des fois, on peut avoir des dynamiques où des gens peuvent être en résistance face à certains changements parce que, justement, bah, il n'y a pas de narratif de substitution qui est créé, en fait. Donc, bah, moi, je sais pas toi, mais encore une fois, j'ai pas forcément envie d'aller dans un endroit où je sais pas où je vais, en fait. Donc, l'idée pour qu'un changement puisse s'opérer aussi, c'est que la personne, elle puisse, notamment par des évocations ou alors par des futurisations, pour donner des termes techniques d'hypno, aller vers quelque chose qu'elle commence à envisager pour pouvoir aller vers son changement. Parce que moi, franchement, même si j'ai une souffrance inconfortable dans un instant T, ben, au moins je la connais, ma souffrance inconfortable, tu vois. C'est moins flippant qu'un truc que je connais pas et vers lequel on me demande d'aller. Je souriais parce que je voyais Alec qui apparaissait à l'écran, alors je le saluais. Il y a une remarque de Marc que je prends, si tu permets, Adrien, qui dit sur la temporalité, et si on dit, alors je suppose au client, c'est vous qui décidez. C'est intéressant comme remarque, mais pour moi, hein, c'est pas une vérité ce que je dis. Pour moi, c'est dire au sujet, vous avez le contrôle. Alors que toute son expérience lui dit qu'il n'a pas le contrôle. Moi, je serais plutôt pour, on va découvrir ensemble le temps que ça prend, parce que si on dit à une personne qui n'y est pas arrivée pendant 40 ans, c'est vous qui décidez, je crains que ça la terrifie, en fait. Mais ça n'est qu'un point de vue personnel. Et ça Ça peut dépend de la personne. et ça peut la renvoyer, encore une fois, il n'y a pas de réponse univoque parce que ça dépend aussi du contexte, c'est stratégique. Et ça peut être tactique de Oui, dire à quelqu'un de façon provoque, c'est vous qui décidez. oui. Moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, de dire à des gens, parce qu'il y avait une posture, parce qu'il y avait un contexte, parce qu'il y avait une façon, alors vu comme ça peut paraître abrupt, de dire à la personne, mais ce problème, vous le traînez depuis combien de temps? Et la personne vous dit, oh, 16, 17 ans. Qu'est-ce qui vous fait penser que moi, je peux le changer en une séance? C'est renvoyer à un moment donné la personne aussi à une réalité sur la construction de sa problématique, et puis peut-être même que parfois certains changements ne sont pas forcément souhaitables trop instantanément dans l'écologie du changement de la personne. Parce que, il peut y avoir une dimension qui est trop bouleversante. Il y a des étapes peut-être à respecter, qui font que ça ne change pas d'ailleurs. Puis des fois, il y a une systémie externe aussi qui Ouais. fait que le changement, il ne faut pas qu'il aille trop vite. La résistance au changement du système. Ouais. Moi, j'avais une question justement Héros. par rapport à ça. Sur la temporalité et enfin, dans les patients que je reçois, j'ai de tous les âges et j'en ai des âgés, très âgés, dans des situations de deuil souvent, évidemment, d'un conjoint ou voilà. Et on voit bien qu'il y a toute une organisation depuis, hyper longtemps et je me dis c'est touchy quand même, par rapport à tout ce qui est évoqué dans votre livre, notamment sur, tout ce qui est formalisé là, hein, sur tous les enjeux relationnels et comment on peut faire du recadrage et cetera. Moi, j'y vais Ah, cool. Je me dis: «J'y vais cool» parce que quel est leur intérêt de changer? Pas plutôt accompagner à les laisser dans leur truc et mais en fait, on retourne. si je sens que c'est mieux pour enfin, voilà, c'est un peu C'est quoi la demande? bah, la demande souvent c'est l'accompagnement, la souffrance liée au deuil, quoi. Oui, Mais après j'entends que ouais, donc la pardon, vas-y, demande, c'est même pas nécessairement que ça s'arrête. Ça peut être juste de pas être seul avec. ça dépend. C'est ce Mais que je oui, veux dire, oui, oui, c'est oui. tout dépend de la demande en fait. Oui, Et oui. la demande en général, la demande souvent, quand notre sujet arrive, il n'est pas au clair avec avec sa demande. Ouais.
parce qu'il a souvent une demande. En gros, hein, quand on a mal, on a juste une demande, c'est je voudrais que ça s'arrête. C'est ça. Et du Mais coup, en il y a tout une cas, même, question, non? tu vois, quand on a passé plusieurs séances et que bah, les gens voilà, commencent à aller mieux, etc. euh, Enfin, moi, ce que je peux observer, effectivement, il n'y a pas nécessairement de demande de changement. Enfin, je me parle à moi-même, excusez-moi, en même Non, temps, non, parce mais que c'est cool. ça me fait réfléchir, en fait. Et, euh, et s'il y a demande, ouais, à voir, Mais quoi, parce que tu y as peut-être répondu à la demande, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des demandes exprimées, il y a des demandes explicites et il y a des demandes qui sont complètement implicites. C'est-à-dire que parfois, et c'est là qu'on en revient à cette question de la présence, elle a déjà une dimension thérapeutique. Donc, en fin de compte, accueillir ce qui est dit par l'autre, c'est déjà l'accompagner à changer. Il est déjà plus seul avec sa douleur. C'est déjà un changement, en fait. Et ouais, ouais, ça, ouais. tu vois, on en revient à une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, parfois, il n'y a rien à faire, en fait. Et ça, c'est dur pour un accompagnant de rester à ne rien faire face de façon empathique. On en parlait tout à l'heure, d'être parfois un peu sidéré par la souffrance de l'autre en face, et puis de se dire, ben là, en fait, il y a juste besoin d'accueillir cette souffrance-là et peut-être de respecter ce temps-là, qui est un temps peut-être de déversement, alors peut-être un peu structuré, etc. Tu vois, il y a peut-être des choses à amener techniquement, mais parfois il y a juste à accueillir. Ce qui est important, c'est de se rappeler que juste la relation est thérapeutique en elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en relation dans ma souffrance, elle s'abaisse. Si la Ouais, donc, relation est saine. Oui, c'est logique que je cherche pas à faire du recadrage ah, moi je trouve ça spontanément avec ces logique, oui. gens-là, quoi. Ouais. Bah, faire du recadrage sur un deuil, c'est d'assez mauvais goût. Non, non, c'est pas forcément que des histoires de deuil. J'étais Pas partie dire dans à une l'idée femme de 80 ans, oh mais c'est cool, votre mari est mort, 10 ans perdus, 10 de retrouvés. Tu vois, venez, on va en boîte ensemble, on va se marrer entre filles. Non, faut c'est être prêt pas à ça. suivre, hein. Non, mais c'est que ce que je remarque aussi, c'est que ça vaut, c'est ce que c'est. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire d'aller forcément faire bouger des structures quand c'est âgé comme ça. Je C'est un pense pas peu que ce soit l'idée. lié à l'âge. Moi, j'ai vu un client qui a changé à 90 ans. C'était assez fascinant et à toute vitesse. Je pense pas que ce soit lié à l'âge. Je pense que c'est avant tout lié à la demande et aux besoins de la personne. Et je pense, Mm. encore une fois, que tout ça, vous voyez, tout ce qu'on dit là et depuis tout à l'heure, en fin de compte, c'est vrai dans des contextes, c'est Oui. probablement faux dans d'autres contextes, et c'est là qu'on en arrive à la dimension complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse univoque à des problématiques complexes qui sont par essence plurielles et qui est multifacettes, multifactorielles Indécidable. et indécidables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, c'est pas moi qui décide du changement de l'autre, en fait. Je serai qui Mm. pour décider du changement de l'autre? Si cette personne, elle veut porter sa souffrance encore pendant 10 ans, elle porte sa souffrance pendant 10 ans. Consciemment ou inconsciemment, hein, quand je dis elle veut, ce n'est pas une question de volonté de souffrance. Encore que parfois, on peut se poser la question. Parfois, il y a des questions de fidélité, parfois, il y a l'impossibilité d'envisager une substitution à l'état actuel parce que on ne sait pas comment recommencer sa vie. Il y a plein de réponses à tout ça. Les dimensions, Jean parlait des résistances systémiques dans les familles, etc. Mais il y a des problématiques de loyauté, par exemple, qui font que des personnes pourraient changer. Elles ont même toutes les ressources pour le faire. Elles savent, mais elles ne le font pas par des logiques de loyauté, en fait. Et puis d'un autre côté, elles se situent à un endroit aussi où on en parlait, où elles répondent aussi aux injonctions familiales, au rôle qui leur est attribué au sein de la famille, Et qui peut être structurant. qui Et est structurant c'est pour la là, famille c'est là et que le des fois je travail. me dis pas touché. Mais Ah, En fait, on a quand même pour principe, moi qui interviens aussi pas mal en sexothérapie, on a quand même pour principe de dire que logiquement, ce qui motive l'intervention, c'est la souffrance quand elle est considérée comme insupportable par la personne, en fait. C'est pas nous mm, qui jugeons de la souffrance de l'autre. C'est cette personne qui vient régulièrement en séance travailler avec vous et qui se dit, ben, j'aimerais bien que ça change. Alors après, qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour que ça change? Là, on a tous les outils de questionnement qui viennent que ça change, stimuler tout ça. c'est-à-dire.
Et oui, qu'est-ce que ça veut dire changer? Mais en tout cas, c'est pas délirant ce que tu dis, Véro. Moi, je trouve ça respectueux, en fait. Mais il y a pas mal, ça me fait penser qu'il y a pas mal de gens aussi dans ces moments-là qui viennent vérifier s'ils sont pas en train de devenir fous aussi. Ouais. Ils viennent chercher une validation. C'est Faciale. super important, la validation. Et mais non, vous êtes pas fous. Ça me rappellera Vous n'êtes pas toujours. folle, vous savez. Je reçois un ado qui est au Maroc, qui a 15 ans, qui fait des crises d'angoisse, et il est avec sa maman en visio. Et il m'explique qu'en fait, son papa est décédé tragiquement dans un accident quelques semaines auparavant. Et je me rappellerai toute ma vie, leurs têtes, leurs épaules qui se sont abaissées quand je leur ai dit, mais c'est normal. Ah bon, c'est normal. Tout le monde ne le vivra pas comme ça, mais vivre des crises d'angoisse quand tu vis un tel choc au milieu de ton Ouais, adolescence. c'est important. Et je pense qu'il y a eu thérapie. En plus, c'était un cri du cœur, tu vois, c'est sorti comme ça, en mode, c'était pas stratégique. Je dis, bah, je En fait, comprends tout à fait ce qui t'arrive, quoi. le truc de la validation émotionnelle, c'est que nous, on puisse à un moment donné verbaliser ce truc-là et qu'à la personne, après, commence à l'intégrer. C'est-à-dire qu'elle commence à verbaliser elle-même qu'en fin de compte, ce qu'elle ressent, c'est ce que la plupart des gens ressentent dans la même situation. Parce que cette question du rapport à la normalité, est-ce que c'est normal d'être triste quand on perd un proche? Oui, c'est normal d'être triste. La plupart des gens ressentent ça. Même les animaux, ce n'est pas honteux d'avoir de la tristesse quand on perd nos animaux. Je sais pas si vous avez des clients Mais, comme ça qui. Mais bien en sûr. plus, juste pour un chien. Mais oui, mais c'est Même pas, avoir renversé son dessert, on a le droit d'être triste si on a envie. pas de La jugement. question, C'est c'est... très dessert ce soir quand même. Ouais. Des envies de On, sucre. on rentre dans la zone. Euh, je trouve que cette plongée dans la complexité, euh, ça me fait vivre un peu cet effet Dunning-Kruger, tu sais, où au début tu te sens beaucoup plus compétent que ce que tu découvres, que tu n'es. Oui, ça nous a Et fait c'est vrai ça aussi. que ça nécessite pas mal de courage et d'humilité, je trouve, de faire le deuil de notre toute-puissance, surtout côté hypno, et d'accepter. Mais après, c'est un voyage, moi, franchement, enfin, c'est magnifique, quoi, de se dire qu'on est dans des positions où on est un endroit où on va quand même aider pas mal de gens à aller mieux et dans une richesse justement, enfin là, c'est infini quoi. Chaque être humain est d'une complexité incroyable, chaque relation est nouvelle. On a heureusement quand même, grâce à votre livre et grâce à ce qu'on travaille, à nos expériences, à nos formations, on, on peut avoir des points de repère raisonnablement solides et qui nous permettent chaque jour d'aller danser, de se mettre un peu à nu aussi, mais avec un filet de sécurité pour essayer de pas trop faire de conneries et d'aider la plupart des gens qui viennent nous voir. Euh, on se rapproche un peu de la fin du temps qu'on a ensemble. Eh oui. J'ai plusieurs questions un peu en vrac pour vous et pour les gens qui nous écoutent, parce que après ce sera fini, donc vous pourrez plus poser vos questions. Donc merci d'ailleurs Véro d'être intervenu. Euh, donc une question pour les participants, je vous laisse les garder. Bah, si vous avez une question que vous voulez poser aux auteurs, c'est le bon moment. Une question pour les auteurs, pas tout de suite, celle qui viendra en second rang, c'est s'il y a un cri du cœur, s'il y a un élément, a priori plutôt en lien avec le livre, mais ou peu importe le sujet, où vous dites, ça c'était vraiment important, j'ai envie qu'on en parle, c'est la question que je vais vous poser. Voilà, s'il y a quelque chose à rajouter, ça vous permet de vous y préparer. Et ma question d'introduction pour ça, c'est, après toute cette complexité, vous avez dit que vous aviez voulu écrire ce livre, entre guillemets, pour le vous à qui il a manqué peut-être quand vous avez commencé vos études et ce chemin-là. Euh, allez, elle est horrible cette question, mais s'il y avait un conseil, s'il y avait un élément vraiment, le truc le plus important que tout le monde devrait savoir, qui change tout, la différence, qui fait la différence, Jean, c'est à toi. Aimer l'incertitude. Ouais, c'est pas du jeu, il m'a pris le mien. C'est vrai? Oh, Jérôme, il reste Dégueulasse. l'inconfort si tu veux. Ouais. Mais Euh, comment t'apprends à faire ça? Attends, comment t'apprends à aimer l'incertitude? Si t'aimes pas ça, c'est difficile, non? Comment t'as appris à aimer le roquefort ou le café anti-exposant jusqu'au moment où, à un moment donné, ça t'a paru familier et naturel et au bout d'un moment, ça te manque quand tu en as pas? La première des façons de dépasser un inconfort, c'est de s'y exposer. Et on moi, je- rejoint, on reboucle sur l'hypnose, pardon, Jérôme, qui te crée effectivement cette réalité virtuelle sécurisée où tu peux t'autoriser à t'exposer à des choses qui te paraissaient menaçantes ou insupportables, mais avec un cadre de sécurité qui peut accélérer cette Un exposition entraînement. que sinon la vie aurait peut-être bon, amené, pas d'ailleurs. moi, Ouais. le conseil que je donnerais,
penchez-vous sur la question de la complexité. Mais non, mais je suis honnête là-dessus. Mais Je veux dire Lisez pourquoi? Morin, Parce lisez que, Morin. ouais, non, mais entre autres, moi, je peux, après, on pourra en Bateson, hein. discuter, Bateson ou autre encore, il y a pas beaucoup de choses là-dessus. Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fin de compte, une fois que vous avez intégré un peu des trucs, parce que je n'ai pas tout intégré, hein, un peu des trucs par rapport à ça, ben, en fin de compte, vous comprenez que vous maîtrisez rien, en fait. Non, mais enfin, c'est terrible à dire, mais c'est ça. C'est-à-dire que en fin de compte, si vous raisonnez en effet induit, indésirable, désirable, si vous raisonnez multi-échelle, si vous multiscalaire, multifactoriel, etc., vous vous rendez compte qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que vous n'êtes qu'un paramètre ou un certain nombre de paramètres à l'intérieur d'un système qui vous dépasse de loin. Que Donc, la à partir prière de ce devient une solution. et donc, à partir de ce moment-là, ça vous emmène à être à l'endroit un peu du stoïcisme. Il y a ce sur quoi j'ai prise, il y a ce sur quoi j'ai pas prise. Ce sur quoi j'ai prise, c'est ma formation, mon niveau d'attention à l'autre, etc., etc. À partir de ce moment-là, vous voyez, ce prisme de la complexité, il a l'air d'être une grande marche, mais honnêtement, il permet vraiment, et puis en plus, dans des périodes d'incertitude comme on vit actuellement, de vivre peut-être pas sereinement, mais en tout cas mieux émotionnellement. Ça, j'en suis persuadé. Disons de moins chercher à fuir le réel, Voilà. d'apprendre à vivre avec. Adrien, tu as coupé ton micro. Ouais. Et ça, il faut du courage pour apprendre à vivre avec le réel. Il Si faut je du paraphrase courage pour Lacan, apprendre à vivre. le réel, c'est quand on Ouais. se cogne, hein. C'est Mais c'est chiant, marrant c'est parce vrai. qu'on Mais on a bon. un côté assez existentialiste dans notre façon d'appréhender les choses. Donc, je pense que cette approche un peu où, en fin de compte, le réel, on peut se raconter l'histoire qui n'existe pas, mais il est là de toute façon. Donc, voilà. Et c'est là que la complexité, elle est utile parce qu'elle permet d'agencer, d'articuler des registres de référence qui sont très, parfois même complètement opposés, mais qui peuvent coexister à l'intérieur d'un même système. Et c'est C'est là, et c'est là où tu es hyper content d'être un être humain, parce que c'est quand même une forme de vie où toute cette matière agrégée de lecture, de formation, d'expérience, effectivement, parfois ça ressort sous forme d'intuition qui te permet d'avoir quand même suffisamment d'espace mental disponible à l'observation de l'autre. Enfin, si tu es en train de réfléchir à tes grilles de lecture quand tu es en accompagnement, je pense que tu es à côté de la plaque. Il y a eu quelques moments là où j'étais avec vous et j'essayais de relire les questions que j'avais préparées. Bon, j'arrête, hein, parce que quand je fais ça, je suis plus avec vous et j'y arrive pas du tout. Mais du Et tu as coup, droit quand effectivement, même, hein. ouais, mais je me rends compte que j'aime pas. Je préfère à la limite, pour le coup, on est tous différents. Moi, c'est vrai que je crois que j'ai une tolérance à la certitude qui est peut-être même trop élevée, parce que du coup, elle m'a pas poussé forcément à mieux structurer pas mal de choses dans ma vie. Mais du coup, j'avance aussi, hein. Un peu l'impression qu'il y a des polarités, puis on a tous une tendance, et puis on va se rapprocher. Si on Ça veut dépend travailler des un peu, contextes. on va Tu se sais, si rapprocher. on a réussi à structurer avec Jean, je pense que tu peux réussir à structurer aussi, hein. Oui. C'est Sur un juste schéma. après une question Oh, de méthode. une question, en plus, Non. Jean, je sais qu'elle peut t'intéresser. Aujourd'hui, vous savez qu'Amazon limite à 3 livres écrits par personne par jour et produits, avec l'intelligence artificielle, évidemment. Vous, c'est un outil que vous avez utilisé ou vous avez fait ça 100% à la main? Et quel est peut-être votre usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans une perspective je On dirais, n'a pas le même, donc je laisse Jérôme Voilà. répondre. bah, c'est intéressant, du coup, ce genre de approche Alors différente. moi, tu vois, là, alors, sans être dans une résistance béate, parce que je trouve que à un moment donné, encore une fois, c'est du réel, donc c'est en train de se déployer, ça sert à rien d'être contre, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on a été contre l'invention de la roue ou de la machine à vapeur? Ça n'a aucun sens, en fait. Maintenant, moi, je pose un regard très dubitatif sur l'IA. Parce que ce que j'en observe, c'est pas vraiment de la production d'intelligence. Donc voilà. Oui, Euh, c'est ça, presque mal nommé, ou alors ça peut c'est être, un ça autre peut être, marketing pour nous avoir, quoi. ça peut être un outil qui challenge l'esprit parce que ça peut permettre, à mon avis, de développer la dimension créative quand on l'utilise correctement. Mais à titre personnel, je suis pour l'instant assez réticent à son utilisation. Je trouve que c'est un outil très intéressant pour Attends, chercher attends, attends, une l'information. seconde. Je te laisse nous dire ça dans une seconde, mais je voulais avoir la pépite de Jérôme parce qu'il balance le truc, l'air de rien. C'est quoi le prompt pour bien utiliser l'IA? Mais il n'y en a pas un. Caricature, Déjà non, parce mais qu'il n'y a pas une IA. Alors quelle déjà, est ta posture pour utiliser intelligemment non, l'IA? encore une fois, moi, tu sais, je suis frappé d'un truc, hein, je vois des plâtras qui sont publiés sur LinkedIn, sur Facebook, qui sont tous écrits par IA. Moi, ça me donne juste envie de refermer mon ordinateur, en fait.
Donc, pour être très honnête, ça me donne pas envie de lire parce que tout c'est assez stéréotypé, c'est structuré de la même façon, c'est les mêmes emojis qui sont utilisés partout. Ça crée quelque chose qui me donne pas envie, en fait. Voilà. Donc, moi, je préfère prendre un bon vieux bouquin. Alors, j'ai déjà du mal à avoir des bouquins sur ma tablette, si tu veux. J'aime bien le papier. Je suis un vieux, en fait. Je suis un vieux avant l'âge, peut-être, mais je l'assume assez parfaitement. J'ai pas de problème avec ça. Je, Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment du mal pour l'instant. Quand on nous annonce qu'on va être remplacé par l'IA, je souris. Bon, on le sera peut-être parce qu'on préférera peut-être le fast-food à la gastronomie. Ça, c'est un autre sujet. Pour répondre à ta question différemment, alors le livre, il est vraiment personnel déjà dans le sens où le seul usage de l'IA, c'est d'aller vérifier des sources, hein, de voir si on en a oublié parce que c'est plus efficace qu'une recherche Google à condition de vérifier les sources parce que sinon ça raconte à peu près n'importe quoi. C'est ce que j'allais Euh, vous demander, j'ai l'impression, parce que c'est quand même une question qui m'anime de quand tu vois le nombre de sources, et en plus parfois dans les sources, il faut quand même les étudier un peu, parce que tu Elles peux ont avoir des toutes sources été contradictoires. vérifiées Non, mais tu peux et même avoir des relues et revues. études où c'est pas évident de savoir le niveau de qualité d'une étude, est-ce que c'est une méta-analyse, etc. Et donc, pour le coup, j'ai l'impression que c'était un peu un Si, si, filigrane de si. mes questions. Excuse-moi, Moi, je Adrien, t'en prie. il y a quand même un truc qui, notamment pour les articles qui marchent, c'est le nombre de citations scientifiques. C'est-à-dire qu'un article scientifique, s'il est cité 2500 fois par d'autres articles scientifiques, c'est ça qui donne la validité par les pairs. Donc, si tu veux, là, pour le coup, la question de la validité scientifique d'un écrit, encore une fois, en l'état actuel de la science, etc., parce que c'est ça la réalité, on est sur des dimensions qui sont complètement mobiles. C'est à cet endroit-là. Là où on a le plus de problèmes, alors là, je ne vais pas me faire de copains, mais c'est pas très grave. Là où on a le plus de problèmes, c'est plutôt sur les bouquins qui sont un peu orientés développement personnel, machin, etc., où rien n'est sourcé. Et résultat des courses, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On le cite ou on le cite pas? On le cite parce qu'il est à la mode ou on le cite pas? Ben, nous, on a pris le parti de pas trop les citer. Et pour revenir alors c'est clair qu'on n'est pas équipé pour étudier la méthode de chaque étude et puis on n'aurait pas le temps. Oui. Par contre, effectivement, il y a le nombre de citations qui est un élément, il y a la réplicabilité des études en général. Alors dans le livre, si tu veux, il doit y avoir entre 5 et 10% de travaux qui sont moins mainstream que les autres parce que ben, parfois, quand il y a quelque chose qui vient éclairer notre réflexion, on va quand même le mettre en avant, même si c'est pas encore un consensus très élargi. Mais les choses qui sont pas très consensuelles dans ce qu'on a sélectionné, ouais, ça doit représenter 5-6%. Et on le dit. Et la plupart du temps, La je pense. plupart du temps, on le dit. Voilà. Si on l'a pas dit, c'est qu'on a dû oublier, mais en général, on le dit. Si vous en trouvez, mais si vous trouvez des erreurs, vous n'hésitez pas à nous le signaler. Oui, parce que ça peut toujours arriver, hein. On a repéré beaucoup de coquilles, ce qui prouve d'ailleurs qu'on n'a pas, parce que l'intelligence artificielle, elle ne fait pas de faute d'orthographe. Je dois Sur dire, parce la, que je là, suis un sur petit la peu. tranche, là. Ouais. Ouais, corrigé. Elle est La corrigée, première, j'ai vu, ouais. elle est corrigée. Et je dois vous J'ai la féliciter. preuve que c'est la première version, moi, tu vois. Ouais, c'est ça, ça deviendra collector. Alors, je suis un peu, comment dire, un extrémiste des coquilles et autres. Effectivement, d'ailleurs, c'est dingue ce truc où même après avoir relu un texte et réécrit 10 fois, il y a Ah encore des ben, coquilles. 100 000 Quels sont les mots. biais cognitifs qui sont à l'œuvre là? Mais en tout cas, je tenais à vous dire que j'en ai noté quelques-unes, mais franchement, très très Comme très peu quoi. par rapport au nombre de pages et de caractères Alors, qu'elle pour regroupe. toute, Et on pour a toute- relu, et on a relu, et on Ouais, a revu. j'imagine. Et vous Tout n'êtes pas dire, parfait. C'est j'ai une dingue. copine hyper spécifique qui m'a envoyé un mail, et d'ailleurs, on doit s'occuper de ça dans la De semaine, corriger. qui m'a envoyé un mail avec un certain nombre de coquilles. Je pense qu'elle les a scannées, mais parce qu'elle, elle est encore plus spécifique que nous deux, je pense. Mais tu vois, c'est ce que je disais à Jérôme. Moi, j'ai été secrétaire de rédaction il y a 35 ans. On savait très bien que quoi qu'on fasse, de toute façon, des Il coquilles, y il en y en a. aura. Ouais. C'est, J'ai l'impression que je t'ai coupé tout à l'heure sur l'IA. Je sais pas si tu avais un autre développement. Et puis Oh, après, je bah, pourrais si vous avez. développer indéfiniment parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est une façon différente de faire de la recherche, en fait. Avant, il y avait Google. Maintenant, il y a d'autres façons de chercher et de prendre de l'information. Le truc, c'est que ça demande de savoir quels outils on utilise et de pas leur faire trop confiance. Et de connaître le terrain sur lequel tu Ouais, en fait, c'est ça le fond du travail. Hmm. Euh, il n'y a rien de plus dangereux que d'utiliser l'IA si on vérifie pas et si on sait pas sur quoi on travaille, en fait. Parce que du coup, on prend très vite des vessies pour des lanternes.
Et oui, parce que ça sort bien quand même. Souvent, ça fait assez sérieux Ah, ce qu'elle nous sort. j'en ai encore eu un aujourd'hui sur les résultats politiques. J'ai juste vérifié, c'était faux. Tu vois, ça demande vraiment d'avoir une vraie vigilance. Alors, c'est un endroit où aussi bien la culture scientifique que celle de journaliste est pas mal parce que on aime bien la vérification. Hmm. Ouais. Mais c'est un outil que moi, qui ai commencé mes premiers articles en allant à la bibliothèque de Beaubourg, je Sur t'avoue des que, microfiches, des ouais, entre microfilms. autres, et sur des dossiers de presse, évidemment, c'est extraordinaire. Génial. On n'est pas obligé, parce que tout ça, c'est aussi en fonction du feeling. Donc voilà, mes questions sont jamais que des invitations. Mais que ce soit pour vous, Jean et Jérôme, et puis pour tous les Oui, participants, ben voilà, on se rapproche de la fin de l'interview. Il y a Céline qui demandait le tome 2, c'est pour quand, c'est vrai? Parce que... on ne sait pas trop. On voudrait bien pour l'automne prochain, mais on va pas se faire violence. ok, super. Je crois que c'est... Fréquence de nos sessions de boulot, ah oui. plusieurs fois par mois à distance, plusieurs fois par trimestre en présentiel. Mm. Là, je suis chez Jean pour 10 jours. C'est aussi pour ça qu'on veut boucler le deuxième volume, parce que mine de rien, moi, ça me fait ne pas être à mon cabinet pendant 10 jours. Voilà. Et moi aussi, d'une certaine manière. Oui, non plus, parce que quand même, c'est très mobilisant. Et puis, de toute manière, là, tu vois, ça va faire 7 ans pour le volume 2. Et je pense qu'on a les deux envie d'accoucher maintenant du Ouais, deuxième ouais, volume. Et puis, le la deuxième volume, gestation, c'est bon, le bébé éléphant, il est mûr, hein. pour être pour, pour être honnête aussi, c'est que le premier volume nous a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que, il y avait cette dimension de documentation et de vérification de la donnée et de l'information qui était quand même très prenant. Le deuxième volume, il y aura des sources, mais c'est quand même pas tout à fait la même. Il dit ça, mais on a déjà 100 sources pour 100 pages, Ouais, pour mais, 94 ouais, pages. mais ce que je veux juste te dire, c'est que par exemple, quand tu t'enfournes dans la question de l'épistémologie, des trucs comme ça, il faut quand même faire gaffe à ce que tu écris, parce que derrière, la disqualification de ton discours si tu prêtes pas attention. Donc là, on est. L'épistémologie, c'est comment tu sais ce que tu sais, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est comment c'est construit, c'est quoi la méthodologie, etc., etc. Donc, il y a une dimension qui est quand même une dimension. Tu vois, par exemple, je pense que le niveau d'exigence qu'on a posé a fait le préfacier qu'on a trouvé aussi. Il est exceptionnel. J'ai failli vous dire qu'on aurait presque pu, j'ai pas connecté, mais l'avoir sur la table ronde, la Oui, il aurait préface été qu'il vous ravi, a. en plus. Ah, tu vois, j'ai pensé puis j'ai pas connecté, mais vous pourrez lui dire en tout cas, la préface qu'il vous a écrite en elle-même, Elle est généreuse. en tout cas, elle est je trouve d'un très beau niveau à la fois littéraire de formulation et puis de justesse. Pareil, il y a une forme d'élégance, tu sais, au sens mathématique du terme, quoi. Mm, De faire Moi, la démonstration avec le minimum de termes, quoi. pour être transparent avec toi, quand j'ai vu qu'un membre de l'IUF, professeur émérite des universités, nous avait signé ce papier-là, j'ai dit à Jean, ça va. ça va. Maintenant, les critiques, elles peuvent arriver, c'est OK. Tout le reste, c'est du bonus. Voilà. Alors, elles sont toutes prenantes. Nous, on prend toutes les critiques, hein, franchement. Et soyez durs avec nous, parce que c'est ce qui nous permet de Au pire, progresser. on s'en fout. Au pire, on s'en fout. Elles sont vraiment. Si c'est pas fondé, ça sera pas entendu. Mais sinon, ça nous permet de continuer à progresser, à évoluer, Bien sûr. à changer, à nous questionner, à nous dire ce qui manque dans le 2, etc. Vraiment, on est vraiment à cet endroit-là. Pas trop de manque sur le 2, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait le finir quand même. Ouais. Mais on leur montrera pas avant de l'avoir fini, donc ce sera trop tard de toute façon. Génial. On a fait un joli tour de piste. Merci infiniment pour votre générosité à tous les niveaux, Merci à toi, Merci. autant que à vous vous m'avez, que tous vous nous avez aussi, accordé. C'était tous un et vrai toutes. plaisir. Thomas, tu as allumé ton micro, tu as une question pour se dire au revoir? Je voulais juste remercier tout le monde, toi Merci Thomas. Adrien, Jean et tout le monde. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à Merci. toi. Puis au plaisir. Eh ben, c'était Moi, un je vrai voulais plaisir. remercier Oui, aussi, hein, remercier tout le monde et les auteurs, parce que c'est vrai que le bouquin, il m'accompagne au quotidien. J'y vais aussi chapitre par chapitre en fonction de ce que je rencontre en séance. Bon, la première partie, je l'ai lu évidemment, mais après tout le reste, ça me permet vraiment de formaliser toutes ces choses complexes, justement, et de pouvoir aussi transmettre une fois que
le truc, je l'ai intégré à tous les niveaux, je dirais même dans le corps, etc. C'est facile à transmettre aussi aux patients et leur permettre de C'est peut-être l'idée aussi. faciliter pas mal de choses et gagner du temps, mine de rien, parce qu'on offre d'autres grilles de lecture. Et ça Ouais. ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Et Oui, pour ça, c'est top et je vous remercie. Voilà. c'est vrai que c'est Merci une à toi, sacrée, Véro, parce que c'est très important. c'est une sacrée base de psychoéducation ou psychopédagogie. Voilà, Ouais. je sais pas si c'est une synthèse, mais voilà, un endroit où c'est présenté de manière concise et dense et claire. Et effectivement, euh, vous êtes allé plus loin, je pense, que ce que vous aviez imaginé. Et donc, on a Ouais, clairement. évidemment hâte de se plonger dans le second volume. C'est gentil. Très bonne soirée à toutes et tous, et merci infiniment à Merci. toutes celles et ceux qui Merci étaient à là, toutes Merci, et tous, et Adrien. c'était chouette de vous voir. Merci, à et à ceux bientôt. qui nous ont Merci, regardés bonsoir. en replay. Vous connaissez les us écoute, des réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter, partager, interpellez-nous. Je ne sais pas si vous avez vu, on est un petit peu présents et passionnés. Donc si ces échanges sont plus une étape dans une réflexion collective qui nous fait tous grandir, je crois qu'on aura atteint quelque chose de positif. C'est ça, top. Merci Merci. beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. À bientôt. Au revoir.